Alors voilà, quand Freud parle de narcissisme, les gens ont l'air de comprendre ce qu'ils disent, et bon, ils utilisent le terme dans la conversation en disant « Ah oui, est-ce qu'il est narcissique? Ah, un tel est narcissique. » Bon, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils parlent des gens qui portent un intérêt excessif à eux-mêmes et ne sont pas tellement sensibles aux autres et font passer, mon Dieu, l'intérêt qu'ils ont pour eux-mêmes avant eux. Mais disons un mot du mythe de Narcisse. Narcisse est un jeune homme très beau, conscient de sa beauté, mais qui est atteint de quelque chose qui n'est pas spécifiquement désigné ni comme une infirmité, ni comme un trait simple de caractère, parce qu'on attribue à la chose un potentiel significatif extrêmement lourd. Il n'est pas sensible à l'attraction qu'un autre être pourrait exercer sur lui, et en particulier les femmes dans le cas présent. Or, la nymphe Écho, vous voyez que le choix du nom de la nymphe n'est pas indifférent, l'écho étant la répétition de son propre son, donc la nymphe Écho tombe amoureuse de lui et se trouve repoussée par lui. Elle en conçoit un grand chagrin et un grand dépit, et donc Narcisse se mire un jour au bord d'une surface d'eau, et sur le plan d'eau, il voit sa propre image. Et à ce moment-là, il est fasciné et attiré par sa propre beauté et se cherche à étreindre et à embrasser cette image, se rapproche donc de plus en plus, finit par chuter dans l'eau et se noyer. Alors, vous voyez que le mythe est d'une richesse prodigieuse parce que ceci suppose qu'il ne se reconnaît pas et qu'il est tellement fasciné par sa propre beauté qu'il cherche à l'étreindre comme s'il s'agissait d'un autre, et c'est donc là que lui arrive cet accident fatal qui va l'amener à se noyer comme conséquence de son amour pour lui-même. Le langage du mythe, ou le message du mythe, nous montre que cette incapacité d'aimer un objet, très souvent, ne se contente pas de la solution de s'aimer soi-même et finit dans l'amour qu'elle se porte à elle-même par appauvrir cette force libidinale, cette puissance libidinale qui nous pousse à investir pas seulement des objets d'amour, mais la vie, le monde, tout ce qui peut nous attirer. Autrement dit, il y a là un effet de clôture, un effet de fermeture, dont les relations avec la mort ne sont ni contingentes ni indifférentes. Alors, en radicalisant les choses avec un narcissisme de vie et un narcissisme de mort, un narcissisme positif et un narcissisme négatif, bien entendu, la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Eh bien, disons qu'il y aurait 3 catégorisations. Une première possibilité où l'investissement de l'objet est prévalent. Il ne faut pas croire que quand je dis que l'investissement d'objet est prévalent, ça veut dire qu'on est dans le domaine du bonheur altruiste. Ça veut dire que nous sommes essentiellement habités par les choses auxquelles nous accordons un très grand prix, en dehors de nous.
Et puis, il y a une deuxième position où l'investissement narcissique positif est prévalent. Je dis bien prévalent, parce que même dans le cas précédent, il y a toujours un va-et-vient, il y a toujours des positions de repli, il y a toujours le coin de ses propres investissements propres qui n'appartiennent pas aux objets, et où nous avons besoin de faire aussi, de donner sens et de donner existence et de faire respecter des choses qui nous sont propres et où nous ne sommes pas entièrement déversés dans les investissements d'objets. Pour parler vulgairement, se faire plaisir. Hein, on se fait plaisir à certains moments et on a besoin plus de se faire plaisir plutôt que, je ne dirais pas de faire plaisir aux autres, mais tout simplement de partager ce plaisir avec les autres. Bon. Quand il s'agit de ce narcissisme positif, position donc qui peut être interprétée comme une défense, qui peut aussi être, dans certains vocabulaires, on appelle ça le ressourcement. Hein. Bon, ceci peut, momentanément, créer des conditions d'équilibre qui peuvent être l'objet d'un conflit, mais c'est un conflit qui finalement va trouver sa forme de solution. Parce que précisément les solutions narcissiques positives, elles vont apparaître comme suffisamment importantes et nourrissant le moi et enrichissant le moi et d'une certaine façon en le rendant peut-être plus capable de supporter les déceptions. Bon. Là, nous ne parlons que de prévalence entre investissement narcissique et investissement objectaux. Mais il y a des cas, et ça, c'est ce que je défends, où les deux positions précédentes ne sont pas acceptables, qu'aucune solution satisfaisante n'a été trouvée au conflit, et on peut, dans ces cas-là, considérer que la destructivité a été trop importante et que, soit qu'elle ne puisse pas s'exprimer envers l'objet, soit qu'elle soit portée à se diriger vers le moi lui-même, la haine de soi conduit à l'autodestruction. Et c'est à ce moment-là que la solution narcissique négative prend le dessus pour amener le sujet à, je dirais, toujours réduire davantage son potentiel de vie. Le narcissisme, finalement, quand on en parle dans les termes dans lesquels les gens en parlent, on reste dans une dimension qui atteint rarement au tragique. Si vous voulez, de la même manière que l'Édipe, ou des problèmes qui sont liés à la destruction. Et c'est pour ça que c'est facile à adopter. Mais évidemment, quand on met en avant le narcissisme négatif, qui n'est que l'application de la théorie de la pulsion de mort au narcissisme, eh bien là, on soulève beaucoup plus de difficultés. Je pense que dans les grandes catégories de pensée de la psychanalyse, on n'a pas assez fait attention à une distinction qui, moi, me paraît tout à fait majeure. On a opposé les formes d'organisation aux formes de désorganisation type chaos. On pensait essentiellement à la psychose. Mais à mon sens, je crois qu'il y a lieu de distinguer entre le chaos et le néant, où ce sont deux problématiques différentes.
où là, ça n'est pas, je dirais, une sorte d'excès de vitalité qui n'arrive pas à être contenu par des structures qui vont pouvoir permettre qu'on en fasse quelque chose, et que bon, bah, c'est l'anarchie des pulsions sexuelles. Le néant, c'est autre chose. Et on le voit. Que l'un puisse servir de défense à l'autre, je ne dis pas. Que le néant cherche à se défendre contre la potentialité d'un chaos qui est derrière, je veux bien. Mais le néant existe pour lui-même. Il y a plus d'une moitié de la planète qui vit avec des critères de ces valeurs-là. La pensée extrême orientale, qui place le néant à une position centrale où on peut dire que la pensée occidentale ne l'a jamais réussi à le situer. Si j'ai cité le néant, c'est pour essayer de donner une justification qui ne soit pas uniquement clinique, mais qui montre que là aussi, cela peut répondre aux valeurs de certains peuples, que cette tendance vers le zéro, vers la néantisation des investissements, vers le détachement des investissements, ça fait partie du psychisme dont nous sommes tous faits et dont certains, pour des raisons historiques, géographiques, culturelles, peuvent faire des valeurs, alors que chez d'autres, elle apparaît comme le résultat d'une certaine faillite face à ce que l'existence vous apporte par rapport à la façon dont on est fabriqué.